Il est 7h à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à ce journal sur Télé 50. Nous ouvrons avec le dossier de la saisie par la justice irlandaise du deuxième Airbus de Congo Airways. Eh bien, le gouvernement congolais a tenu à faire une mise au point. Hier mercredi, le ministre chargé des relations avec le Parlement, Tryphon Kinké, qui assume l'intérim du porte-parole du gouvernement, a parlé d'une instrumentalisation de la justice irlandaise. Lors de ses face-à-face devant la presse tant nationale qu'internationale, le ministre des Relations avec le Parlement, Tryphon Kinké Mulumba, faisant intérim de son collègue de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement, a tenu à éclairer l'opinion publique près de 5 jours après la saisie de l'appareil Airbus A320 de la compagnie Congo Airways. Dans ses premiers mots, l'affaire remonte au deuxième régime. Les conflits qui opposent cette société minière à notre pays remonte à l'époque de la guerre de libération. Des soldats zaïrois qui auraient été conduits par l'un des fils du maréchal Mobutu occupent des concessions diamantifères de Minico LLC dans le territoire du Chikapa, dans l'actuelle province du Kasaï. Ils confisquent quantité de diamants disponibles, engins et matériels. Au nom du principe de continuité de l'État, le gouvernement congolais avait à l'époque négocié et conclu un règlement transactionnel pour mettre fin aux différends qui les opposaient avec la Mimanco LSC, firme minière de droit américain, représentée dans cette affaire par un certain Ilunga Mukendi, un Américain d'origine congolaise. Sur les 13 millions que la RDC devait à la société Mimanco LLC, sur base de la sentence arbitrale, le gouvernement a approuvé sa bonne foi en versant un acompte de 1,3 million de dollars américains, d'où l'exécutif national congolais dénonce l'instrumentalisation de la justice néerlandaise. C'est une société minière Minico LLC des droits américains en conflit avec l'État congolais qui a instrumentalisé la justice irlandaise en faisant prendre une ordonnance décisive. Au regard de ces préjudices, la RDC, qui n'attend pas baisser ses bras, s'est dit également favorable à un règlement à l'amiable. Il va sans dire que la compagnie a pris toutes les dispositions pour faire valoir ses droits. Le but étant de prendre possession le plus tôt possible des 7 Airbus. Le gouvernement est de bonne foi et il tient la crédibilité pleine et entière du projet Congo Airways et veut, dans ces litiges, pousser un règlement à l'amiable. Acquis auprès de la société aérienne italienne pour une somme d'environ 25 millions de dollars américains, cet Airbus est des fabrications très récentes et très attendues par les Congolais. Et puis une délégation composée des députés nationaux et provinciaux, mais aussi des notables de Walikale, conduite par la questeure de l'Assemblée nationale, Élisée Mounembe, s'est rendue depuis mardi à Ntoto, dans cette localité située à environ 300 km de Goma. Ils sont allés rencontrer et parler avec les groupes armés encore actifs dans cette partie du Nord Kivu. Ils ont surtout parlé de paix et de cohabitation entre communautés. Sur place, 2 groupes armés ont accepté de déposer les armes pour le développement de ce territoire. Plus de détails avec Pachiko Kavundama, notre correspondant sur place. Les groupes armés actifs dans les territoires de Walikale sont appelés à déposer les armes. L'appel de la questeur de l'Assemblée nationale qui s'est rendu en Ntonto les rencontrer. Sur place, Élisée Mounembe, qui les a d'abord écoutés, a lancé un message clair. Il faut que la paix revienne ici à Walikale. Elle précise que certains groupes armés ont effectivement accepté de déposer les armes. Tous ont exprimé leur besoin de quitter le groupe, mais en des termes différents. Là, nous avons rencontré ceux qui étaient sur place, étaient 2. Il y avait les Maï qui Foua, il y a le MAC qui ont dit qu'ils sont prêts à quitter. Mais les autres ont dit oui, nous sommes prêts à quitter, mais nous avons quelques revendications. Nous sommes allés leur donner le message d'une paix et de la paix et d'une paix durable pour que Walikale aussi commence à s'organiser. Soulignons que les habitants qui avaient fui cette localité ont déjà commencé à regagner leur maison. Et là, la questeur a identifié les besoins urgents de cette population. Les besoins sont nombreux des populations qui regagnent parce qu'ils n'ont rien. On leur a tout pris.
Je vous ai dit qu'il y a des enfants. D'abord, le premier besoin, que ces enfants-là passent leur examen de fin d'études primaires. Cette mission s'est effectuée grâce à la collaboration du gouvernement congolais et la mission onusienne. Et cela quelques jours seulement après le dialogue social tenu dans ces territoires de Walikale. Francine Muyumba, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, a été reçue par le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. C'était tout récemment à New York. Leur entretien a porté sur la mise en œuvre des politiques africaines sur la jeunesse. Alain Lino Mwamba. Sur le site des Nations Unies, rubrique multimédia, la rencontre est immortalisée avec texte et photos. Les images des photos prises témoignent la bonne ambiance qui a régné autour de cet échange. Échange au cours duquel la présidente de l'UPJ a premièrement remercié le chef de l'ONU d'avoir honoré à travers sa modeste personne la jeunesse africaine en lui accordant cette audience en ce mois d'août dédié aux jeunes. Elle va par la suite saluer les réalisations du secrétaire général de l'ONU depuis le début de son mandat, citant notamment le fait d'avoir inclus la jeunesse dans ses 5 priorités et la promotion de la femme dont le quota est de 40% au sein des Nations Unies en leur octroyant même des postes stratégiques dans la prise de décision. Ensuite, va s'en suivre un état de lieu de la jeunesse africaine quant à sa participation à la gouvernance, la lutte contre le chômage des jeunes, les questions de paix et sécurité, ainsi que l'établissement d'une chambre de commerce africaine de la jeunesse. Concernant l'agenda 2063 de l'Union africaine dont Francine Muyumba a remis un exemplaire à son hôte, elle a insisté sur la mise en œuvre des politiques africaines efficaces sur la jeunesse afin de matérialiser dans les 10 premières années les objectifs prioritaires de la jeunesse. À son tour, le secrétaire général de l'ONU a promis de soutenir Francine Muyumba dans sa mission et toutes les initiatives de jeunes africains puisque les questions des jeunes sont incluses dans ces 5 priorités. Le souhait de Ban Ki-moon est de voir aussi les représentants des jeunes dans la prochaine Assemblée générale de l'ONU en septembre prochain, qualifiant cela de très important et historique car l'événement sera l'occasion pour les pays membres de l'ONU d'adopter les nouveaux objectifs du millénaire. Le jour suivant, elle a rencontré Majed Abdelaziz, sous-secrétaire général et conseiller spécial de Ban Ki-moon pour l'Afrique. Démarche appréciée à sa juste valeur par le diplomate de l'ONU qui a promis de travailler avec le comité exécutif de l'UPJ en proche collaboration car les idées sont nobles. Toujours aux Nations Unies, la présidente de l'UPJ s'est adressée aux étudiants du monde entier, 500 au total, au Millennium Campus Network. Elle leur a notamment édifié sur le rôle qu'ils ont à jouer sur le développement durable, insistant sur le fait qu'il faut préparer l'avenir maintenant, prenant l'exemple de son parcours, ancienne présidente des étudiants de l'Université de Namibie. Dans un autre chapitre, la société civile de la République démocratique du Congo a fait une analyse de loi de finances du pouvoir central, exercice 2012-2014. L'analyse part d'un constat selon lequel les intérêts de la population congolaise soient sous-représentés, surtout dans le processus budgétaire. Et l'ODEP, cette institution citoyenne, voudrait que la justice sociale soit rétablie en République démocratique du Congo, que les besoins de la population soient pris en compte dès l'élaboration et l'exécution des politiques publiques. On écoute les participants à cette discussion. Quand vous regardez aussi, vous faites l'analyse des dépenses au niveau de dépenses sociales, c'est là justement où vraiment les taux d'exécution est vraiment le plus bas, santé, éducation, développement rural, etc. Et par contre, vous voyez que les dépenses relatives aux institutions politiques sont toujours en dépassement. Et donc vous voyez que quelque part, il y a un problème de justice distributive, il y a un problème de justice sociale, il y a un problème de partage de richesses entre les uns et les autres, ceux qui s'octroient la part du lion et ceux qui se contentent des miettes. La société civile va se mobiliser à travers ce grand projet financé par OSISA pour essayer de montrer au moins de divulguer, vulgariser ces rapports pour que chaque Congolais puisse entrer en possession de ces rapports-là, pour que chaque député et sénateur puisse rentrer en possession de ces rapports-là et en mettre en pratique et respecter surtout les recommandations de la Cour des comptes. Là, bientôt, on va commencer une grande campagne, il y aura des affiches à travers la ville de Kinshasa pour sensibiliser les Congolais par rapport au travail
qu'effectue la Cour de compte à ce niveau-là, pour savoir qu'il y a une Cour de compte, ce qui essaie un peu de faire des analyses par rapport au budget de la République démocratique du Congo. En dehors de nos frontières, le président Salva Kiir a finalement signé l'accord de paix pour le Soudan du Sud mercredi après-midi à Juba. Une signature faite sous une forte pression internationale pour un texte qui pose encore bien de problèmes au gouvernement sud-soudanais. Le texte proposé par l'IJAD, l'organisation des médiations régionales, prévoit une transition de 30 mois, un cessez-le-feu effectif 72 heures après sa signature et un partage de pouvoir au sein du nouveau gouvernement. Salva Kiir a tout de même émis des réserves. On l'écoute. Nous avons signé ces documents, mais je vous préviens, en tant que dirigeants régionaux, vous devrez être présents dans leur mise en œuvre. Si ce n'est pas le cas, nous pourrions gâcher cet accord. En Virginie, aux États-Unis, vous le savez, une journaliste de 24 ans et un caméraman de 27 ans de la chaîne locale WDBG7 ont été tués par balle hier mercredi. Le tueur qui a filmé la scène macabre a tenté de se donner la mort peu de temps après son acte alors qu'il était poursuivi par la police. Il a succombé à l'hôpital. Flanagan, 41 ans, a lui-même filmé la scène où il abat froidement les deux journalistes et a diffusé les vidéos sur ses comptes Twitter et Facebook désormais suspendus sous le pseudo de Bryce Williams. Dans le tweet qu'il a envoyé ensuite alors qu'il était chassé par la police, Flanagan indiquait que la jeune journaliste aurait tenu des propos racistes à son égard, propos qu'il aurait donc voulu lui faire payer en l'exécutant, une situation qui relance le droit de port d'armes aux États-Unis. Et puis, Radio 50 recrute de journalistes, présentateurs de journal et animateurs radio. Toute personne désireuse de faire partie de la famille Espace 50 est appelée au casting ce vendredi à la direction générale de Télé 50. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info revient dans moins d'une heure sur votre chaîne.